Alors j'ai toujours cette phrase de Václavic, mais comme j'ai bien fait de la systémique, je suis systémicienne, je l'aime bien, on ne peut pas ne pas communiquer. Voilà. Donc communiquer, c'est être à soi et être au monde. Voilà. Euh, je pense que le silence est aussi un mode de communication. Euh, Parce que ça oblige à se concentrer sur des éléments aussi parfois plus perceptifs. Et je pense que les personnes en situation de polyhandicap communiquent beaucoup sur ça. Mais je ne sais pas ce que c'est que communiquer. Je ne le sais pas parce qu'en fonction des jours, en fonction des personnes, je saurais ce que c'est. Et même moi, je ne sais pas ce que je parle, oui, je parle. Je préfère presque dire je parle. Et pourtant, c'est un verbe qui concerne le verbal, mais je pense qu'on peut parler même en étant non-verbaux. Mais c'est difficile parce qu'on joue toujours à essayer de deviner. Donc moi je la connais encore une fois comme si je l'avais faite, donc je vois quand elle n'est pas bien. Mais pour autant, je vous dis, ça nous impacte, ça m'impacte, l'absence de communication établie. C'est la chose la plus difficile avec ces CNEP dans mon quotidien. C'est-à-dire que moi, vivre avec le handicap, vivre avec l'INA, voilà, le stress, ça va, je gère. La communication, les échecs d'essai à la communication, c'est ce qui. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai plusieurs fois sombré en dépression. J'adore parler. Je trouve que c'est compliqué quand voilà, je suis avec une enfant qui ne répond pas. Je vois quelquefois qu'elle essaye de me dire des choses et que je ne comprends pas. Ne pas comprendre son propre enfant, c'est difficile. Je pense que ça dépend des gens, mais souvent, moi, mon critère de me dire là, ça marche super bien, c'est quand il y a une utilisation spontanée et que la personne nous dit des choses auxquelles on n'avait pas pensé, en fait. D'aller combiner deux mots ensemble pour donner un autre sens, alors qu'on l'avait jamais rencontré en situation. Ça, c'est vraiment le truc où je me dis, ah ouais, là ça marche. Et ouais, globalement, l'utilisation spontanée, hors d'une habitude, si je dis tout le temps la même chose, ça va peut-être être un peu moins le critère, mais une utilisation spontanée pour dire quelque chose de nouveau ou auquel j'ai jamais été exposé, souvent c'est là où je me dis c'est que ça a bien pris, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement, mais pareil, ça fait partie, je pense, des idées reçues et des craintes de dire ah oui, si je mets en place un système de communication, on va pouvoir m'interpeller et j'ai pas tout le temps le temps. Et c'est pareil, c'est souvent ce que je dis aux pros, mais c'est pas grave. Bien sûr que oui, mais je dis, mais à l'hôpital, une infirmière qui a plusieurs chambres à superviser, elle n'a pas toujours le temps. Mais avec les gens qui communiquent, elle peut passer quand on appelle en disant quel est votre besoin. Ah bah ok, je reviendrai plus tard parce que là j'ai pas le temps. Et avec la communication, c'est pas parce qu'on nous communique qu'on doit être tout le temps disponible 100% du temps. Et des fois, j'ai l'impression que c'est un peu une crainte de dire ah oui, mais si du coup on peut m'interpeller, je vais pas avoir le temps de répondre à tous. Et dire ok, mais vous pouvez communiquer sur le fait que vous n'êtes pas disponible là et que vous reviendrez plus tard. Et des fois, et pourtant c'est naturel, mais dans ce cadre-là, on va dire ah bah non, ça va pas, je pourrais pas le faire, il faudrait que je réponde tout de suite. Alors, ce qui a, je crois en tout cas, changé pour les professionnels et pour les personnes qui entourent Esra depuis qu'elle a sa tablette et puis donc la commande oculaire et la synthèse vocale, c'est qu'en fait, auparavant, Esra nous interpellait beaucoup par des mimiques, par son visage. Alors elle a toujours eu le visage très expressif, mais du coup après il y avait une étape qui était nécessaire, qui était déjà de voir qu'elle nous interpelle, d'aller chercher ton cahier Esra, et puis ensuite d'aller chercher dans le cahier ce qu'elle souhaitait dire. Donc ça a énormément simplifié
les échanges. Et puis en fait maintenant, quand on passe dans la grande salle, si Esra veut nous interpeller, elle le fait directement et elle va droit au but, enfin voilà, sur le sujet qu'elle souhaite aborder. Et toi Esra, qu'est-ce que tu préfères du coup dans les outils de communication ? Ma synthèse vocale. Ta synthèse vocale. Et du coup, toi, pour en avoir un peu parlé avec toi avant, ta synthèse vocale, ce qu'elle te permet surtout de faire, c'est d'être plus spontanée. Tu peux aller interpeller les gens, tu peux aller discuter avec les gens par toi-même. T'as pas besoin d'attendre qu'on vienne te voir. Oui. Oui. En fait, Maïva, elle était dans un état comateux, donc dans le coma après son opération. Elle n'arrivait pas à se réveiller. Donc, au bout de 3 semaines, les médecins, donc le collège des médecins et tout, ils étaient venus et puis ils nous ont dit qu'ils vont tout arrêter. Donc, ils pouvaient vivre comme elle pouvait partir. Bon, elle a décidé de rester, elle est là. Et c'était difficile parce qu'ils nous l'ont rendu, comme ils nous ont dit, comme un légume. Donc, voilà. Elle était là sans être là. Et il a fallu que je signe un papier parce qu'il voulait mettre un bouton pour le nourrir par là. Une sonde gastrique, je pense que ça s'appelle. Et puis moi, j'avais dit, niet, c'était hors de question. Puisque dans ma tête, quand on dit tu ne verras, tu ne vois pas, tu parleras pas, tu marcheras pas. Donc le goût, si on te l'enlève, le fait de manger, c'est un plaisir. Et donc j'ai dit non, ça, il ne faut pas qu'il nous l'enlève. Donc du coup, j'ai signé un papier et j'ai demandé à ce qu'on m'amène quelque chose pour que je lui donne. Donc c'était de l'eau gélifiée à l'hôpital avec une cuillère en plastique. Donc j'essayais de lui donner, mais pour ne pas qu'elle fasse que ça passe aussi, parce que je pense qu'avec les tuyaux qu'elle avait au niveau de là, c'était pas évident tout au début. Donc la première cuillerée, je pense que j'ai mis à peu près plus de 2 heures de temps pour que ça passe. Donc c'était très très difficile. Donc du coup, instinctivement, donc le fait de prendre la cuillère en plastique, c'était, et de taper sur les petites dents qu'elle avait, là, ben, ça l'a calmée. Donc, et j'arrivais à faire passer petit à petit les de petites quantités, de toutes petites quantités, mais ça passait. Et donc la cuillère est tapée sur les dents et ça l'a calmé. Donc ça, c'était la première réaction que j'avais en tant que maman après le coma. Donc pour moi, c'était une sorte de communication parce que quand j'étais là, elle attendait ça. Et des fois, à un moment donné, elle prenait même ma main qu'elle mettait pour que je tapote. Donc j'étais tout le temps avec des cuillères un peu partout à l'hôpital. Voilà, juste pour dire que instinctivement, je ne sais pas qu'est-ce qui... Enfin, dans ma tête, voilà, moi c'est le fait qu'elle ait réagi, que la cuillère touchait les dents, qui m'a permis de tapoter sur les petites dents. Donc, elle réagissait et ça l'a calmée. Donc ça, c'était la première forme de communication que j'ai pu avoir avec elle. Moi, je reviens aux cris. Les cris, ce qui est difficile, c'est que ça peut être des cris de joie ou des cris de douleur. Il y a eu un exemple où, quand il criait vraiment, on ne comprenait pas. Il avait été piqué par une guêpe. Ah oui. Et on l'a vu qu'en l'examinant... c'est dur quand même, parce que le siège, il y avait la guêpe dans le dos. On ne comprenait pas. Et on a hurlé, et on s'est dit, mais voilà, est-ce que c'est des cris... c'est difficile, c'est pas toujours facile. Bon, mais là, actuellement, les cris, c'est des cris... Ils sourient même en criant. C'est pas forcément des cris de douleur, c'est ça qui est compliqué. Mais les cris de douleur, moi, j'arrive à les interpréter. Il y a un son, il y a... Je ne saurais pas vous expliquer, mais voilà, s'il a mal au ventre ou s'il a mal quelque part ou... qui va vomir. C'est l'exemple où c'est le genre de truc, il ne prévient pas. Et moi, je suis tout à fait dans les 3 minutes avant, je suis capable de vous dire, il va vomir, je le sais. Voilà, il n'est pas bien, il exprime quelque chose, je ne me fais pas avoir, je sais.
Mais c'est pas, je peux pas le traduire, je peux pas l'expliquer, c'est... Je dirais que la stimulation basale fait partie de la communication dans le sens où la stimulation basale, comme la psychomote, finalement considère que la sensorialité, la construction psychocorporelle participe à la construction identitaire et donc à partir du moment où on s'appuie sur des choses qui viennent qui viennent faire ressentir à l'autre son sentiment d'existence, on participe à la création des deux sujets de la relation et donc du coup de la construction de la communication. Si communiquer c'est forcément être deux, il faut reconnaître l'autre comme sujet et un des moyens que l'autre puisse se ressentir comme sujet. On a nous cette sensation d'exister des pieds à la tête, c'est pas quelque chose qui est complètement inné. C'est quelque chose qui se crée tout au long du développement psychomoteur et puis au-delà, tout au long de la vie. Et donc si on veut avoir cette sensation d'exister pour soi et pour l'autre, finalement, l'approche basale en venant chercher ce qui existe au plus profond de soi, elle permet de faire exister cet autre dans la relation et de le reconnaître comme ça. Et je trouve que c'est en ça où finalement c'est une première base de la communication. Alors Marion, c'est une jeune femme qui a maintenant 21 ans, si je ne me trompe pas. Et elle est tout le temps dans son monde en fait. Elle a beaucoup de stéréotypes avec ses mains, donc ses mains c'est à elle et c'est rare qu'on puisse... comment dire qu'on lui propose par exemple des jouets ou de peindre avec ses mains, elle va tout de suite se rapporter vers son torse et elle va se fermer totalement. Et Marion, elle va jamais croiser le regard de la personne qui l'accompagne. Elle observe très furtivement ce qui se passe autour d'elle, mais on voit qu'elle est fermée et qu'elle reste vraiment dans son monde. Et en fait, à l'atelier art, donc la première fois où elle était venue, elle était dans son monde, elle était fermée. On a essayé avec les pinceaux au niveau des mains, on lui a proposé de lui tenir, de l'accompagner, mais elle se retirait tout de suite. Et elle bougeait son pied avec sa bottine comme ça. Et du coup, je me suis dit, on va essayer de mettre le pinceau là, et on va mettre une feuille et puis on va voir ce qui se passe. En fait, c'est comme si elle avait senti qu'il y avait une résistance au bout ou quelque chose qui se passait. Et du coup, elle n'arrêtait pas. Et après, elle changeait de pied, elle recommençait. Et après, elle applaudissait, elle souriait, les yeux grands ouverts. C'est vrai, oui. Alors que Marion, habituellement sur le groupe, elle va être plutôt fermée, elle va s'endormir assez facilement. Et elle va pas vraiment entrer en interaction avec l'ambiance du groupe, quoi. Et là, elle était vraiment active et présente et souriante. C'était une autre Marion pour moi. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir un petit peu comment toi tu communiquais, quels étaient tes outils de communication, comment tu fais pour communiquer avec les autres. Avec une tablette. Ouais, avec une tablette. Et puis oralement du coup. Et qu'est-ce que tu préfères ? La tablette ou oralement ? Oralement. Ouais. Et est-ce que tu arriverais à dire pourquoi ? Pourquoi tu préfères oralement que la tablette ? Tu arrives à dire pourquoi ou non ? Tu as le droit de me dire non, hein. C'est comme ça. Mais... Non, t'arrives pas à dire pourquoi. Tu sais que tu préfères oralement. Ouais.
soit déjà bien qu'on lui parle, hein, qu'on s'occupe de lui, et surtout qu'on lui parle. Ça, c'est un petit peu, ça manque un peu la parole. L'autre jour, on m'a dit, on ne peut pas l'enlever de suite. Je dis, bah si. Bon, je lui ai dit, Jérôme, tu lèves tes bras au-dessus de ta tête. Et ben, il a levé ses bras au-dessus de la tête. C'est pas grand-chose. Et je lui ai enlevé de suite. Vous pensez qu'il y a des fois dans le quotidien, on ne parle pas assez? Ah oui. On sous-estime les capacités. Oui. On le parle pas, je l'aurais déjà dit, mais parlez-lui. Il est apte à faire ce que vous lui demandez. Et je trouve que ça manque la parole. Oui. Des deux côtés. Oui. Même ceux qui l'ont verbalement. Oui. Beaucoup. Ben oui, parce que si on lui demande de faire quelque chose, et puis il est content de le faire. Il est motivé, il est plein de bonne volonté. Et ça, on l'oublie. Bon, je sais, il n'y a pas que lui. Mais pour une maman, c'est important. Alors, ce qui me semble essentiel dans un premier temps, c'est de laisser la place à la personne qui est en face de nous. Laisser la place, pourquoi ? Parce que avec le langage oral, on va avoir tendance à vouloir meubler beaucoup quand la personne en face en fait ne parle pas. Et donc moi par rapport à ça, j'utilisais un exercice en formation où je demandais aux gens de se regarder, donc d'être attentifs l'un à l'autre pendant 1 minute sans se parler. Et en fait on voit très vite que les gens sont mal à l'aise, que ça crée quelque chose, ça crée un malaise. Et en fait on va naturellement avoir tendance à beaucoup parler. Donc on peut imaginer que pour quelqu'un qui n'a pas de communication orale, en fait on va vite prendre toute la place. Or finalement, dans toute communication, on prend une place en fonction l'un de l'autre en fait, en fonction des deux interlocuteurs. Donc si je ne laisse pas la place à l'autre, l'autre prendra jamais sa place. C'est l'affaire de tous. Après, encore une fois, il faut avoir la formation. Nous, au sein de l'établissement, il y a quand même eu un gros travail de formation. On a fait pas mal des formations sur la communication, donc ça nous permet vraiment de savoir ce qu'on fait et où on va. Mais si moi je les avais pas fait, si ça avait été un éducateur ou quelqu'un d'autre, ça aurait pu marcher, quoi. C'est pas une question de profession, pour moi c'est vraiment une question de formation, et tout le monde peut faire la formation. D'avoir envie aussi, parce que nous, avant de faire la formation, on a quand même toujours un petit peu bidouillé, on a quand même toujours essayé de faire des choses, chercher des photos, des supports, enfin on a quand même... Ouais, t'as raison, c'est de la on a quand même cherché, même si on se trompait, on cherchait autre chose. Et dans certains établissements, je vois à la masse, du coup, vu que j'y suis allée un petit peu, je pense que... il y en a, ça les intéresse pas en fait. Non. Pas plus que ça, parce que moi je me suis posé la question pour certaines personnes, parce que je suis allée un petit peu travailler là-bas pour aider, et il n'y a aucun moyen de communication, et je sentais qu'il y avait des personnes qui avaient envie de s'exprimer et qui avaient aussi la possibilité, et j'en ai parlé aux filles qui travaillaient là-bas, et enfin voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout, enfin, eux ils les connaissaient aussi, ça. Donc voilà, mais les personnes comme moi qui arrivent et qui les connaissent pas, et c'est compliqué. Donc moi je pense que... Je pense qu'il y a un vrai travail aussi au niveau institutionnel, au niveau de la direction, de manager ça et d'imposer ça. Parce que si on laisse les professionnels faire, et moi la première, on a déjà nos missions premières qui sont, vous vous occupez des enfants sur le lieu de vie, moi je m'occupe beaucoup des appareillages, des aides techniques, aussi MDPH, etc., ce qui prend énormément de temps. Donc effectivement, la communication, c'est l'affaire de tous. Si on fait tous un petit peu dans les mesures de notre temps qui nous sont impartis, juste sur le quotidien, déjà, ça faciliterait cet accès-là aux jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a la question de la motivation, de l'investissement,
Il y a quand même du temps de préparation, on va pas se mentir, qui prend beaucoup de temps. Ça prend du temps. Et de recherche, et de création, de stockage aussi. Enfin voilà, il y a tout ça qu'il faut réfléchir et penser. Et ça, le côté institutionnel, pour moi, il a vraiment son rôle. Enfin, c'est à la direction de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce qu'effectivement, sinon les gens ils se démotivent direct en fait. Si on nous a imposé ces réunions de communication et qu'on se les a imposées, c'est grâce aussi à ça qu'on a avancé, parce que c'est pas toujours évident. Alors c'est bien, on a fait un groupe, alors qu'on aurait pu... C'est vrai qu'à un moment donné, avant qu'on fasse ce groupe, chacun faisait un peu ce qu'il faisait de son côté. Ça prend plus de temps d'uniformiser aussi et de se mettre d'accord, ça prend vraiment plus de temps, donc on avance vraiment lentement, mais au moins tous ensemble. Je dirais que la première priorité sur développer un projet de CA en établissement, en institution, ça va être de dégager des moyens, et en particulier des moyens humains. En gros, trouver du temps de professionnels pour leur permettre de se dégager du temps et de conduire un projet. Et aussi, je pense qu'un des points ultra importants, c'est d'impliquer à la fois du coup des niveaux de direction, la direction, les cadres intermédiaires, l'encadrement, et des professionnels de terrain qui sont motivés, qui sont animés par la dynamique, et faire en sorte globalement que les deux s'inscrivent bien dans un projet au niveau de l'établissement. Parce que souvent ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des professionnels qui vont en formation et qui reviennent, qui sont super motivés, mais qui après n'ont pas de cadre qui permet de mettre en place des choses, ou à l'inverse, des directions qui vont travailler sur un projet dans leur coin et qui ne vont pas penser à impliquer suffisamment les professionnels, à la fois dans la pratique, mais aussi je pense impliquer les professionnels de terrain dans la décision, les directions que peuvent prendre les établissements, vraiment pour avoir quelque chose de co-construit, sans oublier bien sûr les familles, les bénéficiaires des structures qui sont aussi impliquées dans le projet. Donc je pense prérequis, je dirais vraiment faire travailler tous les acteurs au sens très large d'une structure ensemble et dégager dès le début du temps pour travailler dessus, parce que ce sera un peu le nerf de la guerre derrière. Alors, la recette miracle, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il existe de recette miracle. Cependant, c'est que cette question de CA, elle concerne tout professionnel, quel qu'il soit, dans un établissement, que ce soit la direction, les cadres intermédiaires, le veilleur de nuit. On ne peut pas décider de former une ou deux professionnels sur la CA et que ça porte que sur un petit noyau de 1 ou 2 professionnels. Parce qu'on connaît aujourd'hui le turnover qu'il peut y avoir au niveau des établissements, et que ces professionnels peuvent partir et qu'à un moment donné, un projet comme celui-là, tout s'efface, l'ardoise s'efface et les difficultés sont toujours aussi présentes. Donc là, pour le coup, sur le site de Niehoff, on a réfléchi de se dire, il faut mettre tout le monde. Et puis, donc on a créé un comité de pilotage. On a aussi un groupe de référents. Il y a 2 personnes dans chaque établissement qui sont référents CA, mais qui ne sont pas, qui ne sont pas là pour répondre à la mise en place de la CA. C'est comment ils vont faire prendre la mayonnaise auprès des collègues. C'est comment ils vont être le relais pour que la CA puisse être appliquée, réfléchie dans les équipes. Alors, moi je trouve que j'ai tâtonné beaucoup, que je tâtonne encore pour certaines choses, même dans la création des tableaux, etc. Parfois j'en fais, puis c'est en les utilisant sur le groupe, je les crée gentiment dans mon petit bureau toute seule, et puis c'est en les utilisant, en les faisant vivre, que je me dis, non, attends, ce picto-là, ça va pas, ou alors là, il n'a pas lieu d'être parce qu'il va pas être utile là, ou... Donc oui, le droit à l'erreur, je pense qu'on l'a. Maintenant, quand c'est un simple TLA qui va être utilisé de façon ponctuelle, je vais dire, ça m'embête moins. Mais quand c'est la mise en place d'une tablette avec, on va travailler sur toute une grille, là notamment ici on utilise beaucoup Grid pour iPad ou Grid 3, quand on fait investir les parents dans la tablette, quand on fait investir les parents dans le logiciel, qu'on passe énormément de temps à personnaliser tout ça, puis qu'on se dit, non, au final le gamin, peut-être que j'ai mis un truc un peu trop, il vaudrait mieux revoir peut-être un petit peu à la baisse, ou le contraire, c'est plus souvent ça qui se passe, c'est que j'ai mis quelque chose d'un peu trop simple, il aurait valu que je lui mette quelque chose de
de plus étendu, de plus fourni, parce qu'il risque de décoller plus vite que prévu, quoi. Et oui, là, c'est embêtant, parce que quand il faut rechanger les grilles, etc., bah, c'est vrai que l'enfant, il va commencer à s'habituer à certaines choses, voire l'équipe aussi, et puis quand il faut recommencer, c'est un peu embêtant. Donc là, le droit à l'erreur, je me l'autorise moins. Mais du coup, c'est hyper intéressant ce que vous dites, c'est de dire souvent, vous pensez qu'en tant que pro, enfin je résume peut-être un peu votre propos et c'est pas ce que vous avez voulu dire, mais ce que moi j'ai entendu, c'est peut-être en tant que pro, on sous-estime peut-être un peu, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire sous-estimer les capacités, on aurait dû pousser un petit peu plus. En tout cas, moi je l'ai constaté ici. Et c'est un petit peu le discours qu'on entend aussi maintenant dans les formations, les différentes lectures qu'on peut avoir maintenant. C'est quand même, on tend à vous dire, utilisez des grilles quand même beaucoup plus fournies maintenant, quitte à cacher et puis à donner accès à plus par la suite, que d'arriver avec quelque chose de trop restreint, quoi. Ça permet de modéliser beaucoup plus, évidemment. Même si l'enfant ne va utiliser que 10 pictos, je veux dire, on utilise plus que 10 pictos pour modéliser ce qu'on veut lui dire. Donc oui, moi je pense qu'on a intérêt à aller vers un outil plus complet. Tu sais, moi j'avais vu en formation, il n'y a pas si longtemps que ça, en disant, de toute manière, pour la communication, pour la CA, il y a 2 choses essentielles. Il y a la sensorialité, c'est ce que tu dis. C'est est-ce que la vision est bonne, est-ce que l'acuité est bonne et tout ça. Et le deuxième point, c'est l'attention. Est-ce qu'il a des ressources attentionnelles, est-ce qu'il peut mobiliser son attention même sur un court instant. Et à partir de là, et ça c'est une nouvelle nomenclature maintenant, c'est de dire ok, on peut tout essayer. Même un outil qui paraît vachement complexe, pour l'enfant on se dit il y a trop de pictos, il y a trop de... Ah non, il faut pas... Et bien en fait, maintenant, la politique c'est de se dire ok, on essaye. On essaye, et on réessaye, c'est pas grave, et il faut avancer comme ça. Donc, mais ça bouge, hein, ça bouge. Mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps, c'est ça le point noir. Là, en rendez-vous avec Karine hier, je râlais entre guillemets à l'intérieur de moi parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas avancé en 2 ans. De prise en charge ici en ortho avec Amy parce qu'on n'a pas mis en place de moyens de communication concrètement. Et pour autant, si, il y a du travail, parce que je vois les vidéos, ils la font travailler sur synthèse vocale, etc. Mais ça prend énormément de temps, parce que là, je me rends compte que ça fait quand même 2 ans qu'elle est ici maintenant. Moi, j'essaie toujours de faire prendre du recul aux parents par rapport à mes évaluations, qui sont des évaluations standardisées. Et souvent, en fait... Dans mes bilans, il ne va pas y avoir, et je mets souvent ça, pas d'évolution significative en 1 an, en 2 ans. C'est pas pour autant qu'il n'y a rien qui a été fait. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que c'est pas significatif pour une norme que ça ne l'est pas pour l'enfant en question, ou pour les parents aussi, même si c'est pas grand-chose, mais ça peut bouger quand même. Mais je pense qu'en tant que parent, on a besoin de voir à un moment donné marqué acquis. C'est comme pour les enfants lambda sur les bulletins de notes. Quand c'est pas acquis, on rage. C'est pour ça, je pense qu'à un moment donné, on a besoin c'est sûr. de quantifier, de palper les acquis. Et c'est vrai que c'est frustrant, parce que là, c'est pareil, j'ai demandé un rendez-vous avec l'orthophoniste, parce que je me dis, mais on n'a pas avancé en 2 ans, alors que si, on a avancé. Mais oui, voilà, Si, et puis moi je la vois, Karine, elle me dit des fois on fait des super séances. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une mauvaise séance, parce qu'Amy, elle n'était pas dedans. Mais il y a eu la semaine d'avant ou la semaine d'après une super séance. Où elle me dit là, elle a vraiment bien bossé, et puis on a pu avancer sur la communication. Je ne pense pas que ça peut évoluer, je pense que ça va obligatoirement évoluer. Je pense qu'en même temps, voilà, c'est très bien, c'est très très bien qu'à un moment donné, il y ait une obligation qui soit posée. Donc forcément, ça va évoluer. Alors, peut-être pas de façon linéaire, pas partout pareil, mais forcément ça va évoluer, ça va être pris en compte. Et après, là aussi, la difficulté que je vois, c'est... alors évidemment, c'est une obligation qui s'impose aux établissements. Magnifique. Sauf que quid, là aussi, de la suite. Le milieu ordinaire, comment ça va se diffuser, parce qu'un enfant qui va être, je sais pas, en périscolaire, qui va être dans un centre de loisirs, parce qu'aujourd'hui on est sur le milieu ordinaire, sur l'ouverture, qui va former les personnes autour,
comment ça va se passer. Alors évidemment, on a aussi l'obligation en parallèle d'avoir une fonction ressources pour les établissements. Là aussi, je trouve ça très très bien. Comment on l'exerce? Avec quels moyens? Dans quel périmètre? Avec quels outils? Et ça, je pense qu'il faudra que ça s'affine forcément. Aujourd'hui, c'est très bien qu'il y ait des contraintes comme ça qui soient imposées, parce que, mais après, il va falloir bien réfléchir à comment. Qui, comment, avec quels moyens, dans quel périmètre. Parce que les établissements, oui, on va le faire. Évidemment, tous les établissements vont le faire. Et je ne pense pas qu'il y ait des établissements qui vont dire « Oh ben non, on n'a pas envie ». Non, non, bien évidemment que non. Mais une fois que l'enfant est sorti de l'établissement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors en famille, évidemment, les établissements travaillent avec les familles. Aujourd'hui, je pense que c'est une évidence, on travaille tous avec les familles. Mais en dehors de ça, je veux dire... C'est une question très très bête, mais ça m'intéresse d'avoir ton avis. Ça sert à quoi de communiquer? C'est bête, mais c'est dur à répondre. Ça sert à quoi de communiquer? Ça sert à se sentir exister aussi. Si on envoie des messages et qui sont récupérés par quelqu'un en face, c'est que du coup on existe. Donc ça participe au sentiment d'existence. Donc on a besoin de ça, et l'être humain est un être social, quel que soit son handicap, sa manière d'être, sa façon de fonctionner. En tout cas, il me semble que la communication alternative, elle est utile, indispensable même, à deux égards. Le premier, c'est pour permettre en fait aux personnes d'avoir des repères, de structurer leur monde. Mais donc ça veut dire aussi qu'il faut se poser la question de comment on fait parfois pour structurer le monde sans mots, parce que nous on va tout structurer à partir de mots. Et finalement, là, il faut se poser la question, à partir de quoi je vais structurer ce monde. Et une fois que cette structure est apportée, ce qui va être le plus intéressant, en fait, c'est de donner le pouvoir aux personnes qui n'en ont pas la possibilité d'agir sur le monde. Et je crois que ça, une fois qu'on y arrive, une fois que la personne prend conscience qu'elle peut avoir une action sur les choses, sur les relations, sur son environnement, on a tout gagné en fait. Mais... Magnifique. Comment qu'on fait? Ouais. Victoire, encore une petite victoire. Petit à petit, hein, marche par marche. Voilà, marche par marche. Elle est fière, hein? Vous avez vu ça? Ouais, allez, on le fait plus. Comment qu'elle réagit? On le fait plus? Oui. Oui. Elle a dit oui.